La croissance pro-pauvre consiste entre autres à accroître le revenu national et à le répartir de façon que les plus pauvres bénéficient significativement des fruits de la croissance. Il existe deux approches de la croissance pro-pauvre, la croissance pro-pauvre relative et la croissance pro-pauvre absolue. La croissance est qualifiée de pro-pauvre relative lorsqu'elle engendre la réduction des inégalités de revenus en faveur des pauvres. Par exemple, une politique économique en faveur des pauvres impactera positivement ceux-ci, tandis qu'une politique de croissance risque d'aboutir à un lissage des revenus de l'ensemble des individus. La croissance est qualifiée de pro-pauvre absolue lorsqu'elle contribue à la réduction significative de l'incidence de la pauvreté. Cette deuxième approche de la croissance pro-pauvre est en ligne avec les objectifs de développement durable. Surtout l'objectif de développement durable numéro 1 qui indique l'élimination de l'extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d'ici 2030. Il faut d'abord remarquer que le Covid-19 a engendré deux chocs majeurs, le choc épidémiologique et le choc économique. Ces deux chocs sont exogènes aux économies du continent, mais leurs conséquences sont inévitables. Les spécialistes apprécient le premier choc, c'est-à-dire le choc épidémiologique, sous deux angles. Le premier angle prédit des conséquences macabres du fait de la vétusté des équipements sanitaires ou de l'absence des politiques préventives ou encore de l'accès limité au traitement. Le deuxième angle prédit des conséquences beaucoup plus atténuées du fait de l'immunité globale due à la jeunesse de la population ou encore du fait de l'utilisation des antipaludéens ou anti-rougeole qui entrent dans le traitement du Covid-19 sur d'autres continents, avec les preuves que ces antipaludéens ou ces molécules ont déjà eu à faire sur certaines pathologies au niveau du continent. On sait bien que le paludisme est mortel à 94% au monde, contre 67% en Afrique en 2019, selon un rapport de l'OMS sur le paludisme, alors que le Covid-19 n'a que 2% comme taux de mortalité. Donc, au vu de ça, certains spécialistes voient des conséquences beaucoup plus atténuées. Concernant le choc économique, ces conséquences sont sans doute vraiment sévères, surtout pour des pays exportateurs nets de matières premières, avec les prix des matières premières qui ne cessent de baisser depuis l'expansion de la pandémie. Pour les pays fortement dépendants des investissements directs étrangers, les conséquences seront aussi négatives dans certains secteurs de leur économie, surtout ceux qui dépendent fortement des transferts des migrants et aussi du tourisme, parce que dans ces pays, les pays d'origine de ces fonds sont aussi fortement frappés par la pandémie. Pour l'ensemble même des pays de l'Afrique subsaharienne, le taux de l'informel qui dépasse les 80% va engendrer encore un impact très important. On va assister donc à la précarité d'une grande masse de la population et des millions de personnes risquent de perdre leur emploi du fait de la pandémie. Et en plus de ça, pour certains pays qui sont des pays importateurs nets de produits de base, des crises alimentaires vont s'en suivre. Il faut aussi souligner que certaines entreprises risquent de disparaître, surtout la plupart des entreprises qui sont spécialisées dans les imports et les exports de produits de base, du fait des grands déficits qui risquent d'engendrer au cours de cette pandémie. Et on ne sait encore la fin de la pandémie. Il ne faut pas aussi occulter
les petites entreprises qui risquent d'être fortement frappées parce que déjà n'ayant pas donc assuré, c'est-à-dire des assurances pour couvrir les charges, il y aura des conséquences vraiment dramatiques. Le principe de la croissance pro-pauvre veut que les plus pauvres bénéficient des fruits de la croissance. Mettre en place des politiques économiques pro-pauvres sur le continent va permettre que les revenus des plus pauvres augmentent et donc on assistera à un accroissement de la demande qui nécessitera une augmentation de la production locale. Cela peut renforcer le commerce intra- et interrégional au sein du continent. Ça, c'est un atout très important. Un autre atout, c'est que la plupart des pays assistent à un secteur informel très, très développé. Et avec la croissance pro-pauvre, ça va inciter les petites entreprises ou les entreprises individuelles à s'enregistrer et donc à formaliser, à régulariser leurs entreprises, ce qui accroîtra donc les recettes fiscales au sein du continent. Donc, promouvoir la croissance pro-pauvre sur le continent, c'est vraiment une opportunité à saisir, surtout à ces temps de crise, parce que renforcer les pauvres permettra donc d'accroître la résilience du pays face à certains chocs exogènes. Pour une efficacité de la politique de croissance pro-pauvre, il faut vraiment une volonté politique. C'est vrai qu'en ces périodes de Covid, la plupart des gouvernants prennent des décisions pour soutenir de façon ponctuelle le secteur social ou économique de leur pays. Mais c'est déjà louable, mais ce n'est pas suffisant dans le moyen ou le long terme. Ce qui est important, c'est d'envisager comment institutionnaliser des politiques économiques visant des secteurs stratégiques impliquant le plus grand nombre de pauvres, en associant bien évidemment l'ensemble de tous les acteurs nationaux, c'est-à-dire et gouvernement, et opposition, et société civile, et chercheurs, et en même temps représentants du patronat, mais aussi représentants des petits métiers et de tout secteur tout secteur qui semble nécessaire pour mettre en place et pouvoir piloter une politique en faveur des pauvres. C'est ce qu'il faudrait faire pour qu'à moyen terme, on puisse avoir un impact vraiment significatif et préparer donc le pays à non seulement résister à des chocs exogènes, de grande ampleur, mais aussi accroître le revenu de la plupart de la population. La problématique d'annulation de la dette reste d'actualité pour l'ensemble des pays en développement. L'annulation de la dette africaine est vraiment l'idéal pour les pays du continent. Mais il faut aller au-delà avant de profiter des fruits de l'annulation, parce que l'annulation à elle seule, sans une orientation bien spécifique des fonds obtenus, ne servira à rien. Il faudrait que les pays puissent donc mettre en place des politiques à moyen terme qui permettraient d'orienter les fonds issus de l'annulation vers les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre issue de la population pauvre. Non seulement ça, il faut aussi envisager donc parallèlement à mettre en place des infrastructures et aussi inciter les investisseurs à investir sur place pour transformer ne serait-ce qu'une partie des matières premières afin donc de pouvoir créer beaucoup plus d'emplois et améliorer les conditions de vie pour renforcer donc la résilience du pays et donc non seulement au choc mais surtout aussi à la mobilisation des ressources internes.